Bonjour à tous et bienvenue dans SimMove, le premier podcast de simulation en santé en français, en collaboration avec le magazine SimZine. Je m'appelle Fouad Marar et je serai l'heureux animateur de ce podcast. Je suis médecin, enseignant en santé et surtout passionné de simulation en santé depuis plus de 15 ans. À travers chaque épisode de cette série, nous tenterons de mettre en lumière les acteurs et les initiatives qui font la simulation d'aujourd'hui et de demain dans le monde francophone. Alors, que vous soyez un expert en la matière ou juste curieux d'en savoir plus, je pense que ce podcast est fait pour vous. Sans plus attendre, allons voir ce que notre invité du jour a d'intéressant pour nous. Et bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue dans ce nouvel épisode de SimMove, le podcast des simulationnistes francophones. Et comme on dit chez nos amis de Bruxelles, salut Kess. C'est un épisode spécial et vous allez croire que je raconte toujours la même histoire et que tous les épisodes sont spéciaux, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, hein. On accueille des experts, mais il m'a fallu 15 épisodes pour trouver un technicien, un opérateur technique, un simulationniste tech, un simtech, qui va nous dire un petit peu, va nous préciser tout ça, pour venir parler à ce micro. Et j'en suis ravi parce que parmi les postes clés dans un centre de simulation, il y a ce responsable de la partie technique. Et ça sera le sujet de notre discussion avec Lucas Denoyel de Lyon. Bonjour Lucas. Bonjour Fouad, merci pour ton invitation. Écoute, avec grand plaisir, je suis ravi qu'on parle enfin tech avec un tech, plutôt que de parler de gens qui ne sont pas dans la pièce. Et on va tout de suite aller voir pourquoi toi, tu es là à cette interview et surtout pourquoi tu es dans la simu depuis tant d'années. Est-ce que tu peux raconter aux gens qui nous écoutent la façon dont toi, tu es tombé dans la marmite de la simulation? Oui, alors cette année je vais souffler ma 10e bougie justement de simulation dans quelques semaines. Je suis pas tombé dans la marmite, plutôt j'ai trébuché et il y avait une marmite en dessous qui m'a récupéré. Puisque la simulation était quelque chose que je ne connaissais pas du tout il y a 10 ans. Mon seul lien avec le monde de la médecine était ma sœur en école d'infirmière qui nous racontait ses histoires toutes plus sordides les unes que les autres en repas de famille. Et voilà, je connaissais de la médecine que le côté patient, comme tout le monde. Euh, de formation, je suis, on va dire couteau suisse, mais mon master est en droit public, en gestion des administrations et plus précisément en gestion de financement et de projets européens. Donc, à l'origine, pas grand-chose à voir avec la simulation. Et je suis donc... j'ai trébuché dans cette marmite en faisant la rencontre du professeur Jean-Jacques Lehaut, qui était le directeur du Centre lyonnais d'enseignement par la simulation en santé à l'époque, et qui, par le plus heureux des hasards, finalement, m'a proposé un poste de technicien. Et donc ça, c'était il y a 10 ans. Et puis j'y suis resté parce que c'est quand même super plaisant, ce monde et ce milieu. Ouais, trop bien. On va continuer parce que 10 ans, ça se raconte pas en 10 secondes. Moi, je suis ravi que tu sois resté connecté puisque tu as quand même d'une manière franchement directe contribué à développer ce qu'est le rôle d'un technicien là dans un centre de simulation en France en particulier, mais la France étant aussi regardée par d'autres pays, c'est toujours très intéressant. Est-ce que tu peux, je sais que c'est très important pour toi, nous refaire un petit aparté sémantique sur le technicien du centre de simu, bien nous expliquer comment tu vois les choses, non pas pour chipoter, mais qu'on se comprenne. Et ensuite, on va partir tout de suite voir pourquoi c'est essentiel de considérer ce métier-là de la simulation. Ouais, tout à fait. Alors c'est important pour moi et pas que, c'est important pour l'ensemble de la communauté des personnels techniques francophones. Euh, on tient depuis assez récemment d'ailleurs, hein, finalement, à ce qu'on essaye au plus possible de bien utiliser ce terme de personnel technique et non pas juste de technicien. Euh, une des raisons les plus simples, c'est que technicien, c'est aussi un grade dans la plupart des institutions publiques et nous ne sommes pas du tout tous au même grade. Alors, l'idée n'est pas de dire j'ai un grade plus haut que le tien, mais
mais technicien, officiellement n'étant pas le grade parmi les plus hauts, on trouvait ça un peu réducteur à chaque fois d'être automatiquement, entre guillemets, catégorisé comme étant le bas de l'échelle. Voilà. D'autre part, parce que technicien, ça veut tout et rien dire, et ça donne surtout l'impression qu'il y aurait qu'un profil. En réalité, les personnels techniques, c'est bien parce qu'il y a plusieurs aspects techniques de la simulation en santé. On pourra revenir dessus si tu veux, hein, mais en fonction de la structure, tu n'auras pas besoin d'une personne qui ait les mêmes connaissances et compétences que dans une autre structure. Tu as, ça on le sait tous, on le voit tous quand on rentre dans un centre de simulation ou même en simulation in situ, peu importe. Il y a un besoin clair en audio-vidéo, mais il peut aussi y en avoir un en réseau informatique, il peut y en avoir un en grimage et moulage, tu peux en avoir en gestion, suivi, qualité. Tu peux avoir un besoin, pourquoi pas, sur tout ce qui est matériel biomédical. Voilà, le panel, j'en cite que certains, hein, même si c'est probablement les principaux, mais le panel est très large des connaissances et compétences dont les personnels techniques disposent ou peuvent disposer. Voilà, tu parlais de moi, mais tout ça, c'est vraiment le fruit d'une construction collégiale, avec notamment avec le groupe des techniciens, donc des personnels techniques Sofra-Sims. Le nom du groupe va changer, du coup, si je dis pas de Tout bêtises. à fait. Ouais. Alors moi je vais te challenger un peu sur ce nom-là parce que à la fois je trouve très pertinent l'explication, mais le changement de nom ne clarifie pas plus que ça le rôle propre, mais par contre ne limite pas les possibilités. Et c'est vrai que c'est important l'inconscient, c'est-à-dire que quand on dit que technicien, on imagine des actions qui sont très limitées, un champ d'action très limité. Mais quand tu dis personnel technique, on ne sait pas vraiment plus ce qu'il fait, mais on n'a pas cette limite de son champ d'action. Parce que le technicien, dans le centre de simu, il est là de l'accueil, jusque la plupart du temps, il est au centre de simu alors que personne n'y est. C'est quand même, moi j'ai écrit il n'y a pas très longtemps comment vaincre la solitude du technicien, hein, quelques petites astuces, aller dire bonjour de temps en temps, envoyer des documents bien faits, aller boire le café quand vous avez 5 minutes, etc. Parce que on se retrouve avec des gens qui sont là tout le temps. Pour le coup, hein, tu es engagé au centre de simu, c'est à peu près le profil habituel. Et moi, ce que j'aime bien dans la sémantique que tu utilises, c'est que le personnel technique, dans l'inconscient des gens, ça permet de dire il y a une permanence d'un poste qui est pas forcément le formateur de l'équipe des urgences, qui est pas forcément le secrétaire, qui est pas forcément le manager qui lui a d'autres fonctions souvent. Et moi j'aime bien parce que ça donne ce côté, il y a un pilier dans le centre de simu, on sait qu'il y en a au moins un, c'est un des membres de l'équipe technique parce que clairement, ça n'a pas de sens d'être technicien et de pas être là tous les jours, ou en tout cas de pas être là souvent. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, moi, j'échange juste comment je perçois Oui, les choses. oui. Alors, c'est vrai que par comparaison, on pourrait comparer ça à un service technique dans un hôpital ou dans une université, ce service technique est lui-même composé de différents corps de métier. On a les biomèdes, les électriciens, les plombiers, les que sais-je. C'est effectivement toutes ces personnes de l'ombre qui font que l'activité tourne et que, au même titre que tu as besoin d'avoir des fluides et du matériel qui fonctionne quand tu dois prendre en charge un patient, et ben, c'est exactement la même chose au sein d'une structure de simulation. Ouais, mais j'ai relu là il y a pas longtemps les dernières recos et clairement, même si on est obligé de mettre des termes génériques, la gestion de l'ensemble des aspects techniques permettant la bonne tenue des sessions de simu. Voilà le rôle qui a été écrit par l'HAS et la Sofrasim. Et en fait, ça dit tout. Mais on a quand même besoin que les techniciens entre eux s'organisent parce que dire tout, ça ne veut pas dire donner le cahier des charges pour demain quand on est dans le centre de simu. C'est aussi pour ça que, que je suis content qu'on puisse en discuter, puisque point par point, on va regarder quel est le quotidien d'un technicien de centre de simu. Parce que je crois, moi, personnellement, qu'il y a beaucoup de personnes, notamment en France, qui, n'en ayant jamais vu,
puisque n'ayant pas l'opportunité d'en avoir, ne se rendent pas compte de l'impact potentiel que ça peut avoir dans leur activité de simu. Et du coup, il faut pas les laisser dans l'ignorance de ce que ça peut être de travailler avec un Alors, oui, je sais pas si on va pouvoir voir point par point parce que, mais à nouveau, on pourra vraiment revenir dessus plus tard. Chaque structure, il y a des besoins qui sont assez récurrents. Si tu travailles avec des mannequins ou technicité, voilà, de les paramétrer, de les faire tourner, éventuellement de les réparer si besoin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est des besoins récurrents. Mais sur les autres aspects techniques de la simu dont je parlais, ça peut être l'audio-vidéo, ça peut être l'aspect réseau, ça peut être que sais-je, euh, les besoins vont souvent changer en fonction de la structure et des capacités en interne de la structure. Typiquement, je sais pas, tu veux installer quelque chose qui a besoin d'un accès à un réseau. Si tu fais ça au sein d'un CHU ou d'un hôpital, c'est probablement pas le technicien en simu ou le personnel technique de la simu, de la structure simu du CH qui va pouvoir gérer ça. Tu vas être obligé de passer par le service informatique. De même pour les fluides, c'est souvent pas le technicien ou le personnel technique qui va gérer ça. Donc on va essayer effectivement d'être exhaustif, mais vraiment tout dépendra des ressources internes de la structure. Non, mais je pense que le mot-clé, c'est l'impact et ça, entre guillemets, on peut faire l'exercice de comparer ce qui peut se passer avec et sans. Moi, je l'ai vécu à titre personnel dans le CHU où je travaillais à Toulouse. On a vu l'arrivée de Cyril et notre vie a changé. Et clairement, en dehors du fait que le personnage est très sympathique, c'est pas ça, c'est pas pour ça. C'est que il avait une permanence dans la structure qui faisait que si nous, on faisait bien notre travail de préparation des séances de simulation, de communication avec lui qui faisait l'interface au centre de simu, eh bien entendu que on avait tous les avantages de travailler avec un tech qu'on va continuer à discuter. Un des premiers avantages que j'ai noté, c'est de tranquilliser le pédagogue, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es aux manettes, au débriefing, au moulage, à la discussion avec le PS, on comprend bien, quand on sait comment fonctionne le cerveau, que ça s'appelle du super multitasking et qu'on ne va pas très loin comme ça. Et donc un formateur qui est accompagné d'un personnel technique, à mon sens, il a quand même une charge cognitive qui est pas du tout la même et ça améliore la délivrance, la disponibilité intellectuelle, l'observation et bien entendu probablement le débriefing et qui dit débriefing dit derrière apprentissage. Dans ton expérience à toi Lucas, est-ce que tu as déjà eu des moments un peu waouh comme ça où tu t'es dit, «Putain si je sens que ce groupe va sortir d'ici avec quelque chose de grande valeur, aussi parce que j'étais là»? J'imagine que c'est quotidien, mais est-ce que tu as une petite, un moment où tu as perçu ça? Parce que c'est la réalité, en fait, les gens te décrivent, il y a un avant et un après tech, donc on Alors, ce qui est sûr, c'est que comme tu dis, sans parler des gens qui vont sortir de là en tant qu'apprenants, mais l'équipe pédagogique, je mets le personnel technique dans l'équipe pédagogique à part entière. C'est évident que il faut qu'au sein d'une structure, chaque spécialiste puisse se concentrer sur sa spécialité. Tu as un spécialiste des aspects techniques, son boulot c'est de prendre en charge ça. Le pédagogue, son boulot c'est pas de venir la veille pour mettre en place, pour être sûr que ça marche le lendemain, de mettre des batteries à charger, que sais-je, ou de réparer une langue arrachée par l'intubation de la simulation de la veille. tu veux bien le répéter ça, que tout le monde l'entende? Je me tue depuis 10 ans à le dire à tout le monde. Non, non, mais il y a pas de mystère. Tu me parlais de ce que vous avez vu l'avant-après. Oui, aujourd'hui, je pense que tous les formateurs de tous les centres de simulation dans lesquels il y a du personnel technique qui reste, j'insiste un peu là-dessus, des personnels techniques qui sont là depuis plusieurs années et qui connaissent vraiment bien le centre, tous te diront, mais c'est 10 fois plus simple maintenant que quand on a commencé et qu'il fallait tout faire tout seul. Voilà, ça c'est une évidence. Sur la question des apprenants, bah,
Ça se rejoint, c'est-à-dire que oui, l'apprenant, quand tu as un personnel technique qui a pu prendre le temps, sur un scénario de traumato par exemple, de réaliser un grimage de qualité, que ce soit sur un mannequin ou sur un patient standardisé, c'est sûr que l'impact sur ton apprenant ne sera pas le même. Je prends cet exemple-là, mais il pourrait y en avoir tout un tas d'autres. On parle de grimage, mais toute la mise en place de manière générale, oui, ça me semble évident. Mais j'ai pas d'exemple là comme ça, j'ai pas l'exemple hyper Euh, frappant. Moi, je pourrais en raconter plein des histoires parce que en plus on faisait, tu sais, dans les CHU, tu le sais aussi bien que moi, on fait en même temps qu'on fait notre formation, on a aussi un petit protocole de recherche qui traîne par là qu'il faut inclure. Et donc t'as pas suffisamment de mains pour faire proprement ton boulot et on te rajoute moi j'appelle ça des couches de charge cognitive supplémentaires et qui sont extrinsèques. C'est pas la charge cognitive qui fait que tu apprends et que tu te développes. Donc euh, je vais pas raconter mes histoires, j'ai envie qu'on entende les tiennes, mais il y a un concept en anglais du smooth running, c'est-à-dire que il y a des sims, d'ailleurs en clinique ça marche aussi, il y a des simulations qui se passent toujours bien, avec toujours les mêmes personnes. Et ben moi avant, quand j'étais plus jeune et que j'ai débuté la simu, j'avais pas capté qu'elle se passait toujours bien parce qu'on n'avait pas de personnel technique mais qu'en fait, on avait du personnel technique. Et c'est pour ça qu'elle se passait bien. C'est-à-dire qu'on avait un membre de l'équipe qui se sacrifiait, entre guillemets, pour le groupe et qui disait, je vais m'occuper de tout. De toute façon, on n'avait pas le choix. On avait fait toutes les réparations possibles, imaginables de nos mannequins. On avait les caméras qui marchaient jamais. Donc, on finissait par avoir une certaine expertise. Et nous, on tirait à pile ou face une semaine avant. On disait lequel va s'occuper pour le bien commun de la partie technique, nous rajouter le café, les croissants, enfin voilà, on rajoutait les options qui vont avec, et on avait cette mécanique d'emblée de tranquilliser celui qui est en charge du débrief. C'était notre objectif. Et on se rend compte avec tous les papiers qui ont été écrits là depuis ces 10 dernières années, une des plus-values, mais vraiment la plus importante, c'est de permettre à la pédagogie d'exister. Et donc, on a toujours finalement eu des personnels techniques, mais c'est devenu de plus en plus officiel depuis le travail que vous avez fait avec la Sophracim en écrivant cette fameuse fiche de poste. Il fallait bien savoir, pour embaucher ces gens-là, quels sont les profils. La distinction justement sémantique qui permet de dire on peut être technicien à plein de niveaux différents dans plein d'institutions différentes, et toute une série de nouveaux rôles qu'on a donnés aux techniciens et qui ne sont pas de l'IT, de l'audio-vidéo. Moi, je pense au rôle d'un technicien dans le moulage aussi des patients simulés, la participation au programme de patients simulés. Et surtout, je pense, l'erreur princeps qu'on fait initialement, c'est d'écrire des scénarios sans jamais en référer à un technicien, de lui donner la version finale. Et là, je veux bien que tu nous racontes un petit peu ton expérience là-dessus. Comment ça se passe chez vous en termes d'écriture de nouveaux scénarios, sur la participation du personnel technique? Alors ça maintenant c'est simple, c'est tous les anciens, on va dire. Tous les formateurs qui sont là de manière récurrente et depuis un certain temps. Je pense que maintenant ils connaissent suffisamment le centre, les centres, parce qu'il y a plusieurs centres, avec le matériel à disposition pour pouvoir écrire à peu près les scénars qu'ils veulent. Par contre, c'est sûr qu'à chaque fois qu'ils ont un doute, ils n'hésitent pas à nous appeler, jamais. Et la plupart du temps, en cas de nouveau scénar, on leur demande de nous le dire, qu'on puisse le relire. C'est surtout pour eux, en fait. Hein. Nous, en tant que techniciens, ça va être un peu cru ce que je vais dire, mais si le scénar ne marche pas, c'est pas ma responsabilité. Si la personne nous a pas contacté avant, qu'ils avaient prévu qu'il y ait tel ou tel matériel, ou que pour eux, ça paraît absolument indispensable que tel mannequin puisse faire telle chose parce qu'ils l'ont pensé comme ça, alors que ben non, techniquement, physiquement, c'est pas possible. On peut pas, je sais pas, le tourner ou quoi que ce soit. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme impossibilité. C'est triste, c'est dommage pour les apprenants. Ça énerve l'équipe de formateurs, mais ça sera pas possible. Hmm. Voilà. Ah, c'est marrant parce que tu as à la fois une inclusion dans l'équipe pédagogique, mais une partie de la responsabilité que tu peux pas porter si t'as pas été, si t'as pas été entre guillemets à la conception initialement. Tout à fait. Il faut vraiment voir ça. Je pense qu'on peut
on peut faire un parallèle avec les équipes techniques d'autres laboratoires, type universitaire ou hospitalier, je sais pas, même de physique ou de chimie ou que sais-je. Le centre de simulation est un plateau technique qui accueille des équipes de formation qui se succèdent pour délivrer des formations diverses et variées à des apprenants divers et variés. Nous, en tant que personnel technique de la structure, on est là pour garantir le bon fonctionnement de la structure et le fait que les moyens de la structure répondent aux attentes et besoins des équipes de formation. Si ces attentes et besoins n'ont pas été exprimés à l'avance, c'est un peu comme dans un labo de chimie, quoi. Tu peux arriver en voulant faire une manip, mais si t'as pas prévenu qu'il te faudrait tel liquide, tel agent, telle paire de gants, tel que sais-je, ça marche pas. Sans même parler d'éventuelles contraintes de sécurité ou légales qui feraient que voilà, on pourrait tout à fait dire même non, en fait, vous ne rentrez pas. Vous annulez votre formation du jour. Désolé. Oui, bien sûr. On est garant de la faisabilité et dans la faisabilité, il y a la notion de sécurité. Alors nous, on jongle toujours en simu avec 2 notions qui vont toujours ensemble. Quand on dit sécurité, on pense nous avant tout sécurité psychologique des apprenants parce qu'on dans l'inconscient collectif et puis surtout dans les écrits socio-constructivistes, il faut être en sécurité pour pouvoir être disponible pour l'apprentissage. Mais si on a chaud, si on a mal, si on se blesse, la sécurité psychologique, de toute façon, passera, comme étant un besoin secondaire. Donc il y a aussi cette partie-là, est-ce que c'est faisable? Et moi, je pense que quand on écrit un scénario, on le fait nous en formation de formateur, quand on écrit un scénario, si on n'a pas un avocat du diable qui dit pourquoi à chaque début de phrase, pourquoi vous voulez ça, quelle est la justification de ci, ça, est-ce que vous avez vraiment. Et la phrase ultime, moi, qui agace tout le monde quand je la fais, c'est je dis pourquoi 10 fois, je leur demande de justifier toutes les lignes de leur scénario, technique ou pas d'ailleurs, hein, et à la fin, je dis et pourquoi la simu d'ailleurs, pour que vos apprenants puissent être compétents sur ce sujet-là. C'est vrai, c'est une vraie question à chaque fois. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre de manière égale, mais avec beaucoup, beaucoup moins de ressources? Et c'est vrai que la simu fait partie des endroits où on apprend qui coûtent le plus cher. Est-ce que toi, tu as déjà eu des scénarios, tu as eu déjà la chance d'avoir des équipes où vraiment tu leur as transformé le scénario par ton questionnement technique? Oui, c'est déjà arrivé. Par un questionnement ou par à la relecture, sans parler de questionnement, mais par de la suggestion de modification. D'utiliser, de dire, tiens, là, oui, t'as raison, finalement, on revient sur du pourquoi, mais de dire, pourquoi est-ce que tu aurais besoin de tel mannequin haute technicité? Pourquoi est-ce que tu prendrais pas plutôt un patient auquel on viendrait adjoindre un bout de simulateur procédural et le réalisme et l'immersion seraient 10 fois meilleurs. Ouais, ouais. Euh, C'est voilà, le mais tu as raison, on part d'un pourquoi et puis pour arriver à une suggestion. De toute façon, comme tu viens de le dire, je pense que si tu poses la question pourquoi, c'est parce que tu sais très bien, toi, derrière, dans ta tête, que il pourrait y avoir un autre moyen de faire ce qui veut être fait par ce formateur, entre guillemets, novice sur ce scénario-là. Et voilà. Mais comme tu disais au début, effectivement, ça c'est probablement une des grandes forces des personnels techniques, c'est que nous, le centre de simu, on y est du soir au matin et du matin au soir. Limite, si on, parfois, certaines semaines, c'est limite si on n'a pas un lit de camp à l'arrière. Parce que tu disais, il est là de l'ouverture à la fermeture, mais en fait, il est déjà là la veille pour la préparation en amont. Ouais, bien sûr. Voilà. Euh, donc oui, de la simu, je serais incapable de te compter le nombre d'heures de simu que j'ai pu voir, mais on en est à des dizaines de milliers Ouais. finalement. Ouais, Et mais de toute spé et tout type de simulation confondue. c'est ce qui fait le charme du métier, et c'est vrai que je me permets de revenir sur la partie scénario, puisque, il y a 2 façons de critiquer un scénario. Il y a une façon experte, mais elle est assez à propos. C'est-à-dire que toi, en tant que technicien, tu vas poser des questions pour la partie faisabilité, sécurité, et cetera. Donc tu es pas vraiment là pour juger, le pourquoi ils ont décidé d'aller dans cet environnement-là, mais tu es surtout là pour faire en sorte que ce soit faisable à minima. Mais l'exercice marche très bien. On le fait beaucoup en workshop où on demande pourquoi de manière naïve, sans être expert. C'est-à-dire vraiment d'être curieux de savoir pourquoi l'équipe a décidé que ça se passait au bloc des urgences.
Mmh. Dès que vous avez une info, vous vous demandez à ce qu'elle soit justifiée. Et dans le design, tu as peut-être travaillé avec des gens qui font du design, c'est ce qu'on appelle le questionnement qui le renseigne, donc le keep it simple stupid. C'est-à-dire que si à la fin, donc ça fait kiss en anglais, si à la fin de l'écriture, tu as une sensation que ton truc est simpliste, en simu, c'est déjà très bien, c'est déjà presque trop compliqué. Il vaut mieux y aller comme ça et faire des itérations, des variantes. Et celui qui est le meilleur pour ça, entre guillemets, le rôle qui est le plus adapté pour ça, je trouve, moi, personnellement, dans ma pratique, c'est cet avocat du diable. Il n'a pas besoin d'être, il a pas besoin d'être ni bienveillant ni malveillant, il a juste besoin d'être là, au moins une fois, de revoir le scénario et d'être curieux sur le pourquoi. Et en général, ça fait des espèces de prises de conscience complètement folles où ils étaient partis. Moi, j'ai vu des trucs, ils sont partis sur faire une simu sur 3 pièces. Donc bien sûr, faut les suivre avec la caméra, machin, tu vois. Et avec bien sûr un ou deux mannequins sûrement, et puis 3 membres de la famille. Tout ça pour que ça se termine avec un bureau, 2 chaises, et qu'on travaille les mêmes objectifs pédagogiques, mais dans un environnement de discussion beaucoup plus apaisé qui était a posteriori. Et en fait, c'était que des pourquoi. Donc je me permets de faire cette aparté parce qu'on n'a que des scénarios trop complexes, globalement. Oui, oui, tout à fait. Et puis, alors c'est sur le ton très humoristique, hein, mais les personnels techniques des centres qui adorent leur boulot sont comme tout le monde. Si on les surcharge pas non plus de travail, ils en seront d'autant plus contents. Donc si on peut faire en sorte que techniquement un scénar soit moins complexe à mettre en place et à gérer par l'aménagement de 2 ou 3 points dans le scénar, on sera ravi de les proposer. Ouais, bien sûr. J'ai assisté récemment à un webinaire, et puis j'en profite pour glisser la source parce que c'est une source en anglais, mais c'est une source qui est très valide. C'est les webinaires de LC Simulation, donc c'est Lens Bailey qui organise ça. Et ils avaient fait un webinaire autour des conseils, des premiers conseils qu'on donnerait à quelqu'un qui se lance dans une carrière de simulationniste, mais plutôt au personnel technique. Et bien entendu qu'il y a tout ce qu'on s'est dit, hein, faire des checks hebdomadaires, anticiper chaque session, le petit dépannage malin avant d'appeler le prestataire, la mise à jour des logiciels, on ne sait jamais que ce soit juste ça le problème, se faire des petits tutos à mesure, le manuel du centre, plein de choses comme ça qui étaient super intéressantes dans ce... Bon, il rajoutait branche-toi à la communauté, mais bon, la communauté, c'est lui, c'est Simgos, donc forcément, lui, il va encourager à se brancher, et c'est tout à son honneur parce qu'il a fait un énorme boulot. Mais de votre côté à Lyon, et toi personnellement, et l'équipe avec laquelle tu travailles, vous avez répondu un peu à ce type de questions, le manuel du technicien, par la création d'une formation francophone des techniciens. Alors, c'est pas une question que je te pose, hein, c'est une évidence. Vous êtes à la manette de cette formation à Lyon. Parle-nous-en parce que imagine un technicien qui se lance dans la formation et qui ait vraiment envie de savoir si c'est pour lui cette formation. Vraiment, donne-nous un petit peu les tenants, les aboutissants de cette. Donne-nous le titre parce que moi je vais l'écharper. Comment elle s'appelle votre formation? Oh, c'est le diplôme universitaire des spécialistes techniques de la simulation en santé, Magnifique. Donc, qu'on doit aussi pouvoir trouver tout bêtement sous DU technicien simulation en premier lien sur n'importe quel navigateur. Oui, tout à fait. Alors ce projet-là, pour moi, ça a été un peu un élément clé dans ces 10 dernières années. Je remercie d'ailleurs les 2, 3 personnes qui m'ont, professeurs universitaires, maîtres de conférences universitaires, qui m'ont accompagné dans cette création-là. L'idée, c'est qu'effectivement, je suis arrivé, comme tout nouveau personnel technique, je suis arrivé, j'ai fait face à tout un tas de problématiques. Et en cherchant des formations, on trouvait des formations Grimage notamment. À l'époque, c'était quand même très très réduit Grimage, et puis des formations là pour le coup dispensées directement par les industriels eux-mêmes sur l'utilisation des différents matériels pédagogiques en fonction des marques, des modèles, tout ça. Mais il n'y avait pas voilà, technicien, personnel technique en simulation, c'est un métier qui n'existe pas. Officiellement, il n'y a pas de case qui correspondent à ça. Donc, il n'y avait pas de formation qui correspondait à ça. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir une équipe universitaire derrière qui m'a soutenu dans la création de ce diplôme. L'idée, c'est toujours d'apporter les bases sur les quelques grands aspects techniques du métier
de techniciens en simulation ou de personnel technique. Comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas prétendre avec un diplôme universitaire former un expert audio-vidéo ou un expert réseau informatique ou un expert biomédical ou un expert que sais-je. Tout ça, c'est des diplômes qui sont à minima des bac+2. Il y a des écoles pour tout ça. Et puis surtout, aucun de ces aspects, à part peut-être dans certaines méga structures, n'occupe 100% du quotidien d'un tech. Voilà. Donc l'idée, c'était de faire un tour d'horizon, c'est de proposer aux apprenants de ce diplôme un tour d'horizon des différents grands aspects du quotidien de personnel technique en simulation. C'est ouvert à tout le monde. Comme je te disais, moi de formation, je suis juriste. Un de mes très bons amis de formation est pâtissier. D'autres sont chimistes, d'autres sont paramédicaux. Enfin, il y a vraiment, voilà, le panel des profils est assez large. Juste un peu de bonne volonté, pas avoir peur. Mais ça, je pense que c'est un prérequis de toute façon pour faire ce boulot-là. Pas avoir peur d'ouvrir YouTube et de se bouffer des heures et des heures de tutos ou de formation sur l'utilisation de tel logiciel ou telle ligne de code ou que sais-je maintenant, d'imprimante 3D. Voilà, le champ est large. Ouais, c'est bien que t'aies pu la citer parce qu'on puisse la trouver facilement parce que, allez, disons qu'il n'y en a pas 10, hein, des formations comme celle-là, parce que c'est le début, hein, un peu de tout ça. On définit les termes, on définit les profils de poste, donc forcément, c'est normal qu'il n'y ait pas en francophonie 40 formations et qu'il n'y ait pas encore beaucoup de concurrence. Mais finalement, quand il y en aura d'autres, ça voudra dire qu'on a un petit peu avancé et qu'il y aura d'autres propositions. Et moi, je trouve ça intéressant. Une petite option que je trouve, je ne sais pas si elle y est toujours dans le DU, c'est que vous appliquez l'adage pourquoi travailler ensemble si on ne s'est pas former ensemble? Et il y a une partie du DU qui est commune entre ceux qui ont passé l'année à apprendre le métier de tech et ceux qui ont passé l'année à apprendre le métier de facilitateur en simu dans le DU. Donc il y a l'équipe pédagogique, entre guillemets, allez, on va dire, il y a les pédagogues et les techniciens qui se rejoignent pour la partie évaluative des deux simus, si j'ai bien compris le C'est ça, tout à fait. Le module introductif des deux diplômes, il est commun, pour être sûr qu'on parle tous bien de la même chose avec les mêmes termes. Les modules ont ensuite lieu sur les mêmes jours, mais dans des salles différentes, avec des intervenants différents, puisque le programme est différent. Ce qui permet quand même aux gens de discuter entre eux, et puis c'est quand même pas rare qu'une institution envoie celui ou celle qui sera à la technique et celui ou celle qui sera à la pédagogie. Et l'évaluation, la principale partie de l'évaluation, c'est comme dans beaucoup de DU, la présentation d'un scénario qui aura été écrit, joué, débriefé, puis il y a un débrief de débrief, ainsi de suite. Et donc là, c'est les apprenants du DU technicien qui prennent en charge les aspects techniques du scénario qui sera rédigé par les apprenants du DU de formateur. Ouais. Et donc, on revient finalement sur ce que tu disais, c'est que là, on les force dès le départ à écrire le scénario ensemble. Ce qui est ceci étant, c'est un petit biais par rapport à la vie des personnels techniques quotidiennes, c'est que ces apprenants ne maîtrisent pas sur le bout des doigts leur environnement technologique, puisqu'on les contraint à faire ça dans le centre de simulation de Lyon. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est un petit challenge en plus pour eux. Pour nous aussi, en tant qu'équipe technique du centre, puisqu'il faut être très 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 présent derrière eux. Répondre à des milliers de questions, veiller à ce que rien ne soit cassé, détérioré. Voilà, mais bon, ça va faire c'est la 8e promo là, qui attaque cette année. Ça s'est toujours très très bien passé. Après, j'ai tiqué un petit peu quand tu disais quand il y aura d'autres formations. C'est pas qu'il y ait une chasse gardée ou quoi que ce soit, mais autant il y a du monde à former sur les formations de formateurs. Autant les formations de tech, des centres de simulation, il n'y en a pas tant que ça en francophonie. Il y en a, mais c'est pas non plus des milliers. Et pour ceux qui sont bons, ils arrivent à garder leur personnel technique sur du long terme. Donc une fois qu'ils l'ont formé, il y a probablement que le turnover des personnels techniques est moindre que le turnover des formateurs.
Ouais, ouais, non, mais j'entends, Et on a besoin de formation de qualité, mais quand tu vois le champ d'action potentiel d'un technicien, et le niveau de généralisme que tu es obligé de faire dans ton DU, il va y avoir de la formation, un peu hands-on sur, de l'audio vidéo et ça, je pense que c'est bien aussi qu'à la fois ces formations viennent de l'extérieur de notre écosystème, puisque clairement, en audio vidéo, on a des gens, tu l'as dit toi-même, dont c'est le métier, mais plutôt des gens dont c'est le métier, mais qui auraient une petite appétence pour ce qu'est l'écosystème Simu et co-créer, à la limite, moi ça m'est égal, mais je sais qu'il y a des boîtes de formation privées qui forment des techniciens déjà. oui, oui, tout à fait. Alors, Mmh. ça, c'est un des, c'est un des débouchés, enfin des débouchés, non pas des débouchés, mais c'est un des objectifs de ce diplôme de technicien, c'est de dire, ben voilà, vous avez fait un tour d'horizon de ce qui compose le quotidien d'un personnel technique. Maintenant, comme je disais, on peut pas, un DU peut pas être, ça peut pas être 35 heures de cours par semaine toute l'année. Ouais. Et donc effectivement, le but c'est de dire, bah voilà, si maintenant, à la suite de ça, vu votre activité à vous, parce que vous avez telle ou telle spécificité, et ben vous voyez qu'il vous manque encore quelque chose dans tel ou tel aspect, on peut vous recommander telle formation pour du grimage pour aller plus loin si vous faites énormément de traumato, ou de la vidéo parce que certes vous avez mis en place les caméras, mais en fait derrière il va aussi falloir que vous fassiez tout le montage éventuel des vidéos. Il y en a plein qui font de la vidéo à but Mmh. visée pédagogique derrière. Donc oui, et ça, bah, notamment avec la Sopra Sims, on est en train de monter ce qui sera un peu le niveau 2, non pas du diplôme niveau 2, mais du module en question. Mmh, trop bien. Voilà. Donc 1er gros fait d'armes, puisque tu l'as dit toi-même, cette formation universitaire des techniciens. Deuxième fait d'armes ou troisième ou quatrième, peu importe, il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va quand même, pas perdre, l'occasion de parler de ça. Beh, ton influence dans le monde francophone. Alors je t'oblige pas à parler de tous les sujets, mais tu es quand même, trésorier de la Société francophone de simulation en santé. Donc tu as un poste, en tant que technicien qui est clé dans cette association et bien entendu que tu bosses aussi, à l'international. Est-ce que en quelques minutes, tu peux aussi nous parler de ce qu'est un technicien qui va au-delà de son travail dans son centre, ce qui est ton cas à toi, Lucas? C'est quelqu'un qui visiblement avait beaucoup trop de temps libre et qui souvent perd des occasions de se taire. Non, c'est pas, il faut pas voir ça comme de la frustration du tout, mais l'idée était de compléter le groupe technique Sofrasims, le comité technique, en disant ben, la Sofrasims, enfin, la simulation de manière générale. En fait, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, elle soit impensable sans le personnel technique. Il faudrait idéalement que dans chaque groupe ou sous-groupe de travail, il puisse y avoir des membres de ce comité technique qui soient présents, qui puissent, comme tu disais, relire quand il y a un référentiel qui sort, quand il y a, que sais-je. Là, on va en sortir un très très prochainement sur la simulation procédurale. Le rôle des techniciens à l'intérieur de ce groupe de travail a été soutenu. On a proposé, j'entendais que tu parlais de ça, alors je sais plus avec qui dans un précédent podcast, mais on, on va proposer, ça devrait sortir, un guide de questions à se poser pour des personnes qui voudraient mettre en place de la simulation procédurale. Et grosso modo, l'idée, c'est de dire, bah, avant de sélectionner le matériel ou au moment où vous allez rencontrer l'équipe commerciale qui commercialise ce matériel, voilà les questions qu'il faudrait vous poser. Euh, pour être sûr que ce que vous allez acquérir ne reste pas dans un placard à se Ouais, détériorer. ça paraît évident comme ça, mais Voilà. c'est mieux avec un papier qui a une petite aide-mémoire, ouais. Donc là, il y aura un petit, alors ça sera format papier et puis format numérique sous forme de questionnaire avec une petite étoile à la fin qui dit est-ce que ça, du coup, ça correspond plus ou moins mieux à tes besoins. C'est très perfectible, mais ça sera une première base de travail pour la Ouais, suite. complètement. Et Non, c'est donc, bah, écoute, pour la partie trésorerie, bah, il y avait une place vacante. Je me suis proposé et j'ai eu l'énorme plaisir et honneur d'être élu à ce poste.
Bah, écoute, c'est tout à ton honneur puisque c'est du non-profit, c'est du temps personnel qu'on donne, à la communauté et l'air de rien quand même la communauté des personnels techniques est assez dynamique, hein, au niveau international puisqu'il y a, une entité sim, tech dans quasiment toutes les grosses sociétés, de simu. Il y a un groupe qui grandit au Sésame, il y a le SimGhost bien entendu dont c'est la fonction principale. Il y a, j'oublie le nom mais la partie SimTech de la société américaine de simu qui est, les SimOps, voilà, c'est les SimOps. Du côté du monde qu'on connaît mal, nous, en Asie, il y en a aussi, à chaque fois que je me renseigne, je trouve Mhm. des gens qui sont organisés. Donc oui, ça a du sens finalement que la langue française ait aussi ses leaders d'opinion dans la partie SimTech. Enfin, plutôt les gens qui font le job, hein, parce que les opinions, c'est comme la science, ça bouge vite et c'est pas plus mal d'ailleurs si ça bouge vite. En dehors de la Sofrasim, est-ce que tu veux nous parler d'autres projets, sur lesquels tu es impliqué ou la Simu, lyonnaise est impliquée? Ouais, bien sûr. Juste pour finir sur la Sofra Sims, tu parlais de fait d'armes. C'est pas un fait d'armes, mais une très grande satisfaction, c'est d'avoir réuni justement cette communauté de personnel technique au fur et à mesure des années, notamment par l'organisation maintenant depuis 4 ans, je crois, en pré-congrès d'une journée dédiée aux aspects techniques de la SIMU. Ces journées, elles ont été créées en 2016. On les avait co-créées avec Pierre Montfort à l'époque à Brest. Et la première journée, si je dis pas de bêtises, on était 12 ou 13, peut-être, enfin une petite quinzaine, quoi. Et puis les journées d'après, on était moins nombreux, et puis ça a recommencé à reprendre un peu de hauteur. Et là, à Toulouse, on était une cinquantaine, enfin 51 si je dis pas de bêtises. Et donc ça, c'est une belle satisfaction de voir que aujourd'hui il y a un événement qui est dédié pour ces personnes-là. Ouais, Qui est pris dans un autre cadre, mais si ton voilà. truc à toi, c'est la gestion technique d'un centre de simu et que tu parles français, tu as à minima un rendez-vous annuel auquel tu peux te rendre et là, tu peux être certain que tu vas trouver, des personnes qui partagent les mêmes galères, qui ont, le même type de fonctionnement donc oui, oui, c'est top. Ça, c'est top et puis c'est vrai qu'à Toulouse, l'ambiance du premier jour qui est juste avant le congrès, le début du congrès était vraiment bien. Et voilà. Et donc ça, c'est gratuit, ça devrait le rester. Bon, parenthèse fermée, Sofra Sims. Et puis bah pour la suite, à l'international, j'ai euh, comme disait Guillaume Aligné, je crois, lorsque tu l'as interviewé, parler anglais, c'est quand même pas mal. Euh, et donc ça m'a permis de faire un joli passage de 6 mois à l'Organisation mondiale de la santé l'an dernier, qui était une très très chouette expérience, très enrichissante à tout point de vue, puisqu'on a inauguré l'académie de l'OMS qui est à Lyon. Et puis sur d'autres aspects, entouré d'une équipe lyonnaise qui bouge aussi pas mal, qui a des liens un peu peut-être privilégiés avec l'armée notamment, ou les armées, puisque les écoles de santé des armées sont à Lyon. Euh, Ça m'a effectivement permis d'ouvrir quelques portes, notamment en Afrique francophone. Et là, je prends un grand plaisir à participer, pardon, à tout un tas de projets là-bas, euh, parce que sur place, il y a que des équipes ultra motivées qui font appel à toutes les ressources d'imagination et de créativité dont peuvent faire preuve justement les personnels techniques en simu. Euh, je vais pas dire qu'il y a tout à faire, parce que c'est pas vrai, il y a pas tout à faire, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place, mais c'est vraiment très excitant de prendre part à ces projets dans lesquels il y a plein de choses à faire. Et, euh, et c'est le début, tu sais, je sais pas si tu partages un peu ce point de vue-là, mais même en tout cas en France, j'ai un peu l'impression qu'on arrive là sur un troisième cycle dans l'histoire de la simulation en santé. Il y aurait eu les pionniers, vraiment pionniers jusqu'à 2000-2005, puis un développement 2005 à nos jours. Et moi, ce que je vois en tout cas par la co-appartenance à une université,
C'est vraiment là maintenant le côté réglementaire, légal, obligatoire de la SIMU, notamment avec les écos. Alors ça a du bon, hein, ça permet de se professionnaliser un peu. Ça a peut-être un peu de mauvais, je pas être pessimiste, mais j'ai un peu peur qu'il y ait des trucs qui deviennent un peu redondants, voilà, Ouais. pour rester poli, et que ça perde un peu du côté excitant. Voilà. Il y a effectivement le mot-clé que moi j'essaye d'utiliser de plus en plus parce que je pense que c'est important que les gens l'entendent. Et puis, une fois de plus, hein, quand tu veux promouvoir une activité, le subconscient, ça compte, hein, mais la professionnalisation des activités, c'est la clé. À partir du moment où les centres de simu se sont professionnalisés, ils ont augmenté leur activité, leur impact. Donc, il y a pas de, enfin, il y a pas vraiment de secret. Il va falloir qu'on se rapproche de la fin de la conversation, mais c'est vraiment un crève-cœur à chaque fois. On n'a pas parlé de ce que vous faisiez en termes de recherche à Lyon, alors il y a des papiers magnifiques qui depuis des années, mais on le fera et au pire je mettrai des liens dans la description parce que c'est quand même, quand on entend parler de l'équipe de Lyon, il y a toute une série de thématiques qui viennent dans la tête des experts autour de comment on fait de la simu, comment on prépare les étudiants, comment on les détend, etc. Donc bon, désolé on n'en parle pas, mais je fais un petit récap C'est pas et moi l'expert de toute façon sur ce sujet-là. oui, mais bon, tu as participé activement et Oui, c'est vrai. ça aurait permis de parler de recherche, mais ne le faisons pas mal. Au pire, je m'engage à un autre épisode avec un autre Lyonnais pour approfondir un petit peu plus. Globalement, si j'ai bien écouté tout ce que tu m'as dit et tout ce que j'ai commenté en même temps qui m'a fait réagir, le rôle du technicien au centre de simu est pas totalement bien défini, mais on avance sur la sémantique, première chose. Au niveau du rôle propre, bien entendu qu'il y a le rôle technique, mais il y a tous les rôles que tu as cités et il faut se former spécifiquement. Et la bonne façon d'y entrer, ben, c'est le DU lyonnais. Autre aspect important de notre discussion, l'air de rien, on n'a pas des preuves formelles que avoir un technicien, ça permet de changer la donne. Or, tous les gens qui pratiquent disent il y a eu un avant et un après notre organisation du personnel technique. Bon, moi je crois que j'ai bien fait de t'inviter parce que je crois qu'un centre de simu sans technicien, ça devrait commencer à ne plus exister. Et déjà, quand on crée un programme de simu et qu'on y met dans le projet, même si on n'a pas les sous encore, mais qu'on met dans le projet, qu'on budgétise le salaire d'un personnel technique dès le départ, moi, mon sentiment, c'est que ça, déjà, c'est un signe fort qu'on a un programme qui va marcher, qui va durer. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Ça paraît effectivement assez inconcevable qu'on puisse créer des nouveaux projets sans prendre en compte cet aspect-là. Bon, voilà, en soi, c'est pas. Enfin, là, je vais pas te sortir la casquette commerciale, mais pour moi, c'est pas dramatique puisque le projet qui va se monter sans prendre en compte l'aspect technique, bah finalement, 3-4 ans après, en s'étant un peu cassé la gueule et en ayant trouvé une enveloppe finalement supplémentaire, ils reviendront nous voir en disant finalement on a un tech à former. Bon, mais oui, oui, c'est beaucoup de temps perdu et c'est surtout de la motivation perdue parce que voilà, les équipes de formateurs pédagogues, s'ils sont obligés de tout se taper tout seul, Ils tiennent tu pas. vas avoir, bah voilà, en plus il y a de moins en moins de monde dans les services, dans ci, dans ça. Aujourd'hui, tu vas plus pouvoir augmenter ton pool de formateurs en leur disant, vas-y, rejoins-nous, c'est hyper cool. En contrepartie, faut être là à 6h45 le matin et puis tu repars pas avant 19h et ainsi de suite. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. On était on était assez couillons pour le faire dans les années 2000, 2010. Ça se fait plus et c'est une bonne chose parce que ça oblige à trouver d'autres ressources. Ben, je suis malheureusement obligé de clôturer cette conversation avec toi, Lucas. C'était un plaisir de Pas de t'accueillir souci. dans Simove. Bah, Merci, je merci t'en prie, c'était un, d'avoir fait la voix des techniciens. Et mais quand même, je suis chez Simove, on est bien élevé. On te laisse le mot de la fin, mon ami. bon, bah, alors, merci à toi d'abord pour l'invitation. C'était un plaisir et un honneur après tout un tas d'autres illustres grands noms de venir aujourd'hui. Mon mot de la fin, c'est certes, il y a une formation qui existe. Je reviens pas sur l'importance du rôle. Ce qui est important, c'est le réseau. Le réseau, le réseau, le réseau. Comme tu le disais tout à l'heure, vous, en tant que technicien, personnel technique de votre centre, surtout si vous venez d'arriver, vous allez faire face à des situations bloquantes. Vous serez ni le premier ni le dernier. Il existe un réseau francophone de techniciens. On est
Je disais, on était 50 en pré-congrès, mais en réalité, c'est plus d'une centaine de personnes avec des groupes WhatsApp ou autres très réactifs. N'hésitez pas à prendre contact, nous rejoindre et voilà, vous serez intégrés avec grand, grand plaisir. Les techniciens parlent aux techniciens, les personnels techniques parlent aux personnels techniques. Bonne fin de journée à toi, bonne fin de soirée à vous tous qui nous écoutez. On ne sait même pas quand vous nous écoutez, c'est la magie d'Internet. À bientôt pour le prochain épisode de SimMove. Merci et bravo d'avoir suivi cet épisode du podcast SimMove. Si cet épisode vous a semblé utile ou instructif, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Nous rappelons à nos auditeurs que les opinions et les points de vue exprimés au cours de cet épisode et de ces discussions sont ceux de nos invités et ne reflètent pas nécessairement ceux de SimZin et de l'équipe SimMove. A bientôt donc pour un nouvel épisode et comme toujours, merci de votre intérêt pour la simulation en santé.